Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va me permettre de vous présenter toutes mes acquisitions livresques de ce mois de janvier, et je ne peux évidemment pas faire l'impasse sur le chouette cadeau que j'ai reçu de la part d'une abonnée qui s'appelle Marie, qui me suit fidèlement sur Instagram, sur YouTube, avec laquelle je fais bon nombre de lectures communes, et qui a une chaîne YouTube elle aussi qui s'appelle Les Passions de Marie. Elle m'offre de temps à autre des petits cadeaux, et à chaque fois je me sens très honorée, je me sens aussi très touchée par ses attentions. Et là, Marie, pour Noël, elle m'a offert le premier tome de cette nouvelle série de Cozy Mystery qu'on peut retrouver aux éditions Hauteville, qui est une enquête des sœurs Brontë écrite par Bella Ellis. Il y a le tome 2 qui est sorti en fin d'année dernière si je ne m'abuse, mais en tout cas on a beaucoup entendu parler du premier tome lorsqu'il est sorti. Peut-être que vous le savez, mais je commence à être vraiment friande de ce genre littéraire, je fais de belles découvertes, j'ai déjà quelques coups de cœur à mon actif, et vraiment, j'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin, j'ai envie de poursuivre sur ma lancée et de découvrir toujours plus de titres. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on va retrouver les sœurs Brontë, mais cette fois-ci en tant, non pas que écrivain, mais en tant que personnage de fiction, et surtout en tant que détective en herbe, puisqu'elles vont être contactées dans ce premier tome par une ancienne amie à elle, 3 il me semble. Je crois qu'elles ont dû faire leurs études ensemble ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, leur amie travaille au sein d'une maison où eh bien la jeune maîtresse, la femme de maison, a mystérieusement disparu dans des circonstances assez tragiques, puisqu'on a retrouvé d'elle simplement une grosse flaque de sang. Pour venir en aide à leur amie, les sœurs Brontë vont accepter d'enquêter sur cette disparition. Bien entendu, je n'en sais pas plus. Alors je sais que les sœurs Brontë ont leurs fans, réellement. Je n'en fais pas partie, je n'ai jamais lu aucune de leurs publications, et n'étant pas du tout fan de classiques, je crois pas que ça arrivera un jour. Quoi qu'il en soit, voilà, comme j'ai pu vous le dire, le Cozy Mystery remporte mes faveurs en ce moment, et j'ai vraiment hâte de les découvrir en tant que personnages de romans, à défaut de les connaître en tant qu'auteur. Je me suis acheté au mois de janvier le tome 2 de la saga Les Enquêtes de Lizzie Martins, et là c'est La curiosité est un péché mortel, c'est écrit par Anne Granger, c'est sorti aux éditions 10-18 dans leur collection Grand Détective. J'ai découvert avec beaucoup de curiosité et surtout avec beaucoup de plaisir le premier tome en fin d'année dernière, que j'ai vraiment trouvé très bon. Pourtant je ne suis pas extrêmement fan des romans policiers, mais c'est vrai qu'avec le genre du Cozy Mystery, ça m'a un petit peu lancée à l'assaut de ce genre-là. Là, on n'est pas du tout dans un Cozy Mystery, c'est-à-dire que c'est une enquête policière, mais il n'y a absolument pas d'humour, et c'est un roman, une série qui ne réunit pas tous les codes qui font qu'un livre est un Cozy Mystery. Je sais que certaines personnes font la confusion et ont tendance à mettre ce roman dans le genre du Cozy Mystery. À mon sens, ça n'en est pas un. Le premier tome était très bon, ça se passait au 19e siècle, et donc on apprenait à connaître Lizzie Martins, une dame de compagnie qui venait de débarquer à Londres et qui se retrouvait mêlée à la disparition de l'ancienne dame de compagnie qu'elle était censée remplacer. Et il se passait plein de choses comme ça. Elle faisait la rencontre d'un policier qu'elle a déjà découvert lorsqu'elle était plus jeune. Ils se sont déjà connus auparavant. C'est donc des retrouvailles, et on sent qu'il va se passer quelque chose entre ces deux-là, mais on sent aussi que ça va vraiment prendre du temps à s'installer. Et c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, bien au contraire. Et là, dans ce tome 2, après avoir lu le résumé, j'ai pu m'apercevoir que Lizzie Martins poursuivait son métier de dame de compagnie, mais cette fois-ci dans un autre foyer, puisqu'elle va se retrouver à tenir compagnie d'une jeune maman dont l'enfant va être kidnappé. Voilà pour ce qui est de cette histoire, et franchement j'espère trouver le temps de lire ce tome 2 cette année, parce que j'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin, la découverte du premier tome ayant été réellement une belle découverte l'année dernière. Je me suis acheté un livre en anglais parce que j'ai décidé de lire davantage de livres en anglais en 2022, donc je me suis pris Toto the Ninja Cat,
Et c'est un livre qui, s'il vous intéresse, a été traduit en français il y a peut-être 2 ou 3 ans de ça. Et j'ai longtemps hésité à me procurer ce livre en français ou en anglais. Mais quand j'ai su que j'allais l'acheter là cette année, je me suis dit bah non, mais du coup il faut que je me le prenne en anglais, c'est sûr. Ce livre me fait énormément penser au livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est le tome 2 de Gertie, la petite chienne inventée par Bertrand Santini, qui nous retrace ses aventures à travers un journal intime. Mais je pense qu'en fait les seuls points communs entre ces deux histoires, c'est qu'à chaque fois on a un animal domestique en tant que personnage principal, et que c'est un livre pour la jeunesse et un livre illustré. À mon avis, la comparaison s'arrête là, mais ça a l'air quand même assez loufoque et déjanté et drôle, furieusement drôle dans les deux cas. Et c'est vraiment ce qui m'a attirée dans Toto the Ninja Cat. Les illustrations sont hyper choupinettes, c'est écrit très gros, donc je le lirai vraiment rapidement. Et ça a l'air chouette. Et la couverture est de toute beauté, ce qui ne gâche rien. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs tomes de sortie, on doit en être au tome 4 ou 5, quelque chose comme ça. Mais c'est une lecture que je pense effectuer au 2e trimestre de cette année. Parce que vraiment, c'est un livre qui me fait de l'œil. Alors on va faire une petite pause. Ouh là 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 là, j'ai tout rattrapé à temps. Ça a failli dégringoler. On va faire une petite pause graphique. Je me suis acheté au mois de janvier un manga et une bande dessinée. Donc je vous présente ça tout de suite. Je ne vais pas m'y attarder longtemps, mais en ce qui concerne le manga, je me suis pris une suite de séries. Je me suis pris le tome 6 de The Promised Neverland. Une série dans laquelle j'avance doucement, tranquillement, mais toujours avec beaucoup d'enthousiasme et de fidélité, parce que réellement je me régale. Et la bande dessinée, eh ben écoutez, je me suis pris une bande dessinée qui a été longtemps attendue et très fortement appelée Désirée. Je désespérais d'avoir sorti un jour celle-ci. Mais c'est enfin le 4e et dernier tome de la série Bergère et guerrière. Donc c'est écrit et dessiné par Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Fin de l'aventure, indique l'étiquette. Quelle tristesse, parce que réellement je me suis attachée à nos petites bergères. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un récit qui se passe dans un village peuplé uniquement de femmes et d'enfants, parce que les hommes sont tous partis à la guerre il y a fort longtemps maintenant et ils ne sont jamais revenus. Les femmes ne savent pas trop si ils sont morts, si la guerre est terminée ou pas, et la vie essaie de suivre son cours, hein, vaille que vaille. Et il va y avoir de la magie là-dessous, des histoires de malédiction, des petites filles très dégourdies qui montent à dos de leurs moutons. Et c'est extrêmement charmant. Je sais qu'au départ, j'ai eu beaucoup de mal avec le trait de crayon. Et puis finalement, plus je regarde et plus j'apprécie ce trait de crayon que je décriais tant au début. Il faut dire que l'histoire est tellement bonne que réellement, si on a un problème avec les dessins, on y fait très vite l'impasse. Alors, je reviens au roman. Je me suis acheté en poche, après avoir maintes et maintes fois hésité entre le grand format et la version poche, parce que je suis pas très fan des couvertures en poche, contrairement au grand format chez Charleston que j'aime beaucoup. Mais bon, écoutez... mon porte-monnaie a décidé à ma place. Je me suis donc pris en poche le premier tome de La Villa aux Étoffes. Donc c'est écrit par Anne Jacobs. C'est sorti aux éditions 10-18. Et j'ai ce livre dans mon radar depuis à peu près 6 ou 8 mois. On en a entendu énormément parler, je trouve, l'année dernière. Donc ça a forcément joué en ce sens que je me suis penchée sur le sujet et que ça m'a donné envie de l'acquérir. On est au XXe siècle. On est au XXe siècle et on a une jeune femme qui va quitter son orphelinat pour intégrer une grande maison en tant que cuisinière. Et ça va être vraiment l'histoire des serviteurs de cette maison comme des maîtres. Voilà, on va voir les plus petits et les plus grands. Les plus grands, donc les maîtres, étant occupés à préparer la nouvelle saison, préparer les bals, etc. parce qu'il y a des jeunes filles à marier dans la famille. Il y a eu une ambiance Downton Abbey d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est une série que j'ai pas encore regardée mais qui est sur ma liste à rallonge de séries à regarder. Et moi c'est une ambiance qui me donne bien envie. Voilà. Dans mes lectures j'apprécie beaucoup les histoires de famille, les histoires à tiroir avec des secrets et qui se poursuit sur plusieurs années. Vraiment ça me passionne et j'ai hâte de découvrir ça de près. Là aussi, c'est un roman que je ne compte pas faire attendre trop longtemps dans ma pile à lire parce qu'il me donne terriblement envie. Il sera lu dans les mois qui viennent, c'est une certitude. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de découvrir la plume d'Agnès Martin-Lugan, une auteure que, c'est assez paradoxal, mais j'avais tendance à bouder, tout simplement parce que je n'aimais vraiment pas les couvertures de ses livres. Voilà, je veux dire, il n'y a aucun autre motif que ça.
et c'est clairement futile, mais je vous l'accorde, ça n'a aucun sens. Même quand je vous le dis, je mesure le ridicule de mes paroles. mais je suis très contente d'être passée outre mes préjugés parce que réellement, j'ai adoré le premier roman que j'ai pu lire de cet auteur, qui m'a pas valu un coup de cœur, mais vraiment j'étais embarquée par sa plume. Elle écrit des récits qui sont assez courts, mais qui sont vraiment percutants et qui traitent de sujets très forts. Le premier livre que j'ai eu l'occasion de lire d'elle, eh bien, parlait du deuil, parlait de reconstruction. Donc c'était Les gens heureux lisent et boivent du café. Vous voyez, j'ai oublié le titre, donc je le regardais en même temps que je vous parle. Et là, je me suis pris son deuxième. Donc c'est Entre mes mains, le bonheur se faufile. J'ai essayé de lire très rapidement le résumé parce que j'ai pas envie de trop en savoir. Je peux juste vous dire que notre personnage principal s'appelle Iris et qu'elle n'est pas heureuse dans sa vie. Elle est mariée, mais son mariage se délite, son travail ne la passionne pas. Elle, ce qui la passionne dans la vie, c'est la couture. Et Iris va décider de se réinventer et de prendre son destin à pleine main. Voilà. Et moi, c'est vraiment le genre de récit qui me plaît, qui me passionne, qui me fascine. Je me suis aussi acheté, sans trop de surprise, le petit dernier de Colleen Hoover chez Hugo Roman. Colleen Hoover, c'est l'une de mes auteurs de romances contemporaines préférées. Je lis peu de romances contemporaines parce que c'est pas forcément un genre littéraire qui me passionne. La plupart du temps, j'ai tendance à trouver ça peut-être un petit peu trop cucul-la-praline et je trouve qu'en la matière, c'est assez difficile de se réinventer, de faire preuve d'originalité. Mais je reste fidèle à Brittany Cherry et je reste fidèle à Colleen Hoover. Et lorsque ces deux auteurs sortent des livres chaque année, et bien que voulez-vous, je les achète et je les lis. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à m'acheter Layla. Et visiblement, d'après les premiers retours que j'ai pu voir, bon, toujours en diagonale parce que depuis que je me suis fait spoiler certains de ses romans, je suis très frileuse à lire des avis détaillés de ses livres. Elle aborde toujours des thématiques très fortes et ce sont des thématiques qui sont sans arrêt citées dans les chroniques de ses romans, ce qui m'agace prodigieusement parce que je trouve voilà, que la surprise est vraiment plus belle que tout. Donc là, je ne sais pas trop de quoi parle ce livre, si ce n'est que j'ai vu passer des avis comme quoi les lecteurs et les lectrices étaient assez dubitatifs à l'égard de cette histoire parce qu'elle ne ressemble pas trop à ce que l'auteur a eu l'occasion d'écrire jusqu'à présent. Ça a l'air d'être un petit mélange entre contemporain, peut-être policier aussi, je ne sais trop. Ce qui est sûr, c'est que Layla, c'est le personnage principal de cette histoire. Elle va rencontrer un jeune homme à l'occasion du mariage de sa sœur. Et il me semble que les deux vont commencer à entretenir une certaine attirance jusqu'à ce que Layla soit grièvement blessée par une arme à feu. Elle va s'en sortir et le jeune homme va l'emmener dans un endroit assez calme pour qu'elle puisse être plus à son aise, pour qu'ils continuent de faire connaissance tous les deux. Sauf que Layla a changé suite aux événements qui se sont passés, ce n'est plus tout à fait la même personne. Et elle n'est pas très à l'aise dans cet endroit où le jeune homme l'a emmenée parce que ça fait ressurgir certaines choses dans ses pensées. Voilà, je n'en sais pas plus, tout cela m'a l'air fort mystérieux, bien plus que dans les autres livres qu'elle a pu écrire. Donc rien qu'en lisant le résumé, je vois déjà que cette histoire a quelque chose de différent des précédentes. Maintenant, pourquoi pas, moi je me laisse volontiers embarquer par les auteurs que j'aime bien, pourvu qu'ils puissent se réinventer, pourvu qu'ils... Je n'ai pas un sentiment, si vous voulez, de réchauffer ou de déjà-vu. Voilà. Sans grand étonnement pour vous, je me suis acheté le tome 4 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Je pense que vous avez compris que c'est une série qui, en l'espace de 2 tomes, est devenue vraiment chère à mon cœur. Là aussi, on est dans le registre du Cozy Mystery. Et j'aime tellement Dalila et Samson, qui sont les personnages principaux de cette saga qui mêle enquête, aventure et bons sentiments. Elle est animatrice de soirées speed dating et elle touche aussi sa bille en informatique. Quant à lui, il est détective privé. Et ils sont tous les deux amis d'enfance, mais il y a eu un froid entre eux à un moment donné, juste avant que Samson quitte la ville pour plusieurs années. Et c'est vrai que lorsqu'il va revenir en ville, il va pas être forcément accueilli à bras ouverts par Dalila et sa famille. Mais bon, au fil des tomes, les choses s'aplanissent un petit peu et ils réussissent même à travailler ensemble. J'adore cette atmosphère de petit village campagnard avec ses fermes très pittoresques, les champs, les moutons, les tracteurs, la maison de
retraite locale, les petits vieux qui jacassent sans cesse. Bref, je trouve que c'est un charme incroyable cette histoire. Et oui, de temps à autre, vous verrez passer comme ça un tome de cette série à travers mes book hauls parce que j'ai envie de continuer et j'ai envie surtout d'être plus régulière dans la lecture des tomes de cette série au cours de cette nouvelle année. J'ai longtemps hésité et finalement, le dernier livre que j'ai choisi de m'acheter au mois de janvier, eh bien, c'est Les Étincelles de Julien Sandrel. Donc je l'ai pris en version poche. Pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai longtemps hésité? Parce que j'ai été absolument conquise par son premier récit qui était La Chambre des Merveilles, qui m'avait beaucoup bouleversée. J'avais adoré la thématique de la bucket list et j'avais été extrêmement touchée aussi par l'histoire de ce garçon qui a été renversé, je crois que c'était par un camion, et qui était dans le coma entre la vie et la mort, et cette mère qui se démenait pour réaliser les rêves de son fils à sa place. Bref, vraiment ça a été une lecture assez poignante. Et c'est pour ça que je m'étais procuré le deuxième livre de l'auteur. Donc c'était quoi? C'était La vie qui m'attendait. Et alors pour le coup, je suis redescendue de mon petit nuage. Je vous avais fait un avis assez tranché dans lequel je ne m'asseyais pas mes mots. Et je vous disais que ce qui m'avait profondément déçue, c'était le côté peu plausible de l'histoire. Alors je prétends pas que La Chambre des Merveilles était davantage réaliste. Mais en tout cas, c'était amené d'une façon où je me posais moins de questions parce qu'on était beaucoup plus dans l'émotion. J'ai pas ressenti autant d'émotion dans le deuxième livre, tellement je trouvais que tout était trop gros, trop perché. Il n'y avait rien qui sonnait juste en fait dans cette histoire et c'est ce qui m'avait profondément agacée. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec son troisième? Est-ce que je me le prends? Est-ce que je me le prends pas? Et j'ai fait le choix de pas du tout m'acheter le livre de cet auteur l'année dernière, en me disant non, ça m'a vraiment refroidi. Mais là c'est vrai qu'en ce début d'année, j'ai repensé à La Chambre des Merveilles et je me suis dit zut, ça se trouve je passe à côté d'une belle lecture. On verra ce que me réservent Les Étincelles. On a une jeune femme de 23 ans qui s'appelle Phoenix et qui déteste son père. Oui, même alors que son père est mort depuis quelques années. En fait, son père il s'est tué dans un accident de voiture alors qu'il partait rejoindre une autre femme, et pour cette raison, eh bien, Phoenix déteste son père. Mais un jour, en fouillant dans le grenier, elle va découvrir une lettre et elle va se rendre compte qu'à l'époque son père se sentait en danger, et la Phoenix va remettre un petit peu sa vision des choses en perspective en se disant que peut-être que son père avait une très bonne raison de partir, peut-être que les choses sont pas aussi simples qu'elle lui paraissait être à l'époque, et elle va mener son enquête. J'espère ne pas être déçue, mais comme j'ai un peu peur, je risque de faire traîner ce livre un moment dans ma bibliothèque. Je sais pas, on verra. En tout cas, maintenant, je l'ai, ce qui fait que je n'ai plus d'excuses pour ne pas le lire. Moi, c'est avec ce livre que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Moi, en tout cas, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!